Le statu quo galactique. Pendant des millénaires, les Arkoth ont régné en maître sur la galaxie connue. Leurs formes massives et insectoïdes ont semé la terreur dans le cœur d'innombrables espèces à travers des milliers de mondes. Dotés d'exosquelettes plus durs que le diamant et de mandibules acérées comme des rasoirs capables de trancher les coques des vaisseaux spatiaux, les Arkoth étaient des armes vivantes de destruction massive. Mais ce n'était pas seulement leur prouesse physique qui faisait d'eux les maîtres incontestés de l'espace. Les Tsarkoth possédaient une technologie si avancée qu'elle confinait à la magie pour la plupart des autres espèces. Leurs armadas de vaisseaux ruches pouvaient obscurcir le ciel de planètes entières, chaque vaisseau étant truffé d'armes capables de briser des lunes. Les guerriers Zarkoth portaient des armures de combat. D'armures de combat qui amélioraient qu'en leur force et leur vitesse déjà redoutables, les rendant quasiment invincibles sur n'importe quel champ de bataille. À la tête de ce terrifiant empire trônait l'impératrice ruche. Ses pouvoirs psioniques lui permettaient de coordonner les actions de milliards de Zarkoth à travers la galaxie avec une efficacité redoutable. Sous son règne, l'Empire s'était étendu sans relâche pendant des millénaires, écrasant ou asservissant quiconque osait se dresser sur son chemin. Les conquêtes des Zarkoth étaient devenues si routinières qu'ils en étaient devenus complaisants. La victoire était assurée avant même le premier coup de feu. Les espèces nouvellement découvertes tomberaient inévitablement à genoux et se rendraient, sous peine d'être anéanties si elles osaient résister. Tel était l'ordre naturel des choses. C'est dans ce contexte de domination absolue que les Zarkoth détectèrent pour la première fois des signaux provenant d'un bras reculé de la galaxie. Les émissions étaient primitives selon leurs critères. Ondes radio et premières tentatives de communication plus rapides que la lumière. Mais elles laissaient entrevoir une civilisation spatiale jusque-là inconnue de l'Empire. Les premiers rapports de reconnaissance dressaient le portrait d'une espèce qui ne méritait guère l'attention des Tsarkoth. Ces humains, comme ils se nommaient eux-mêmes, étaient des créatures au corps mou, dépourvues de défense naturelle. Ils étaient confinés dans un seul système stellaire, n'ayant fait que récemment leur premier pas au-delà de leur planète natale. Leur technologie était irrémédiablement dépassée par rapport aux standards galactiques. Pourtant, quelque chose chez ces humains éveillait l'intérêt de l'impératrice ruche. Peut-être était-ce leur rapide avancée technologique en quelques siècles seulement, ou peut-être la diversité de leur culture et de leurs idées, si éloignées de l'esprit de ruche uniforme des Tsarkoth. Quelle qu'en soit la raison, elle ordonna une enquête plus approfondie. Comme les Tsarkoth, en observant l'humanité de loin, ils commencèrent à remarquer de curieuses anomalies. Ces êtres fragiles affichaient une ténacité qui semblait incompatible avec leurs limitations physiques. Ils s'épanouissaient dans des environnements qui auraient dû les tuer et se remettaient des catastrophes avec une rapidité surprenante. Leurs sociétés étaient chaotiques et divisées, et pourtant, elles ont réalisé des avancées technologiques que d'autres espèces ont mis des millénaires à accomplir. Les Zarkoth étaient particulièrement intrigués par la créativité humaine. Ce concept était presque étranger à leur esprit de ruche. Pourquoi créer alors que les solutions les plus efficaces étaient déjà connues? Pourtant, les humains semblaient se délecter à trouver de nouvelles façons de faire les choses, même si ces méthodes n'étaient pas toujours les plus pratiques. Malgré ces particularités, les Zarkoth restaient confiants en leur supériorité. Les humains étaient peut-être des spécimens intéressants, mais ils ne représentaient aucune menace pour l'Empire. Lorsque l'Ordre décida enfin d'envahir la Terre et ses colonies, les Zarkoth abordèrent la tâche. Ils abordèrent la tâche avec la même arrogance désinvolte qui avait marqué leur précédente conquête. Alors que la flotte d'invasion se rassemblait aux confins du système solaire, les commandants de Tsarkoth ne prévoyaient guère de résistance. Leurs capteurs montraient que les défenses terrestres étaient primitives et éparses. Les quelques colonies humaines sur Mars et les lunes de Jupiter
étaient encore plus vulnérables. Selon tous les calculs, ce serait une victoire rapide et totale. Pourtant, lorsque la première vague de vaisseaux Tsarkov pénétra dans le système, ils rencontrèrent un événement inattendu. Au lieu de paniquer ou de capituler immédiatement, ils furent accueillis par une vague d'activité. Les vaisseaux humains, bien que largement surclassés en armes, se mirent en position défensive, avec une coordination surprenante. Les stations sur Mars et Europe émettaient de mystérieuses signatures énergétiques que le Tsar Koth ne put identifier immédiatement. Sur Terre même, au lieu du chaos, une détermination farouche semblait régner. Les émissions interceptées par le Tsar Koth ne parlaient en pas de capitulation, mais d'unité et de résistance. Les dirigeants de nations autrefois farouchement ennemies se tenaient désormais côte à côte, ralliant leurs peuples au combat à venir. Le Tsarkov considérait ces actes de défiance comme les derniers gestes futiles d'une espèce condamnée. Il l'avait déjà vu, leur fausse bravade s'effondrant rapidement face à une force écrasante. Pourtant, alors qu'ils s'avançaient pour tuer, un léger doute s'insinua dans l'esprit collectif. Ces humains réagissaient avec une rapidité et une adaptabilité que Tsarkov n'avait jamais rencontrées. Quelques heures après l'arrivée de la flotte d'invasion, les satellites terrestres avaient été reconfigurés en un système d'alerte précoce improvisé. Les armes qui avaient été pointées sur d'autres humains étaient désormais pointées vers le ciel, prêtes à se défendre contre la menace commune. Plus inquiétant encore, les humains semblaient utiliser une technologie que les premiers scanners du Tsarkov avaient manqué. Des systèmes furtifs masquaient les mouvements des petits vaisseaux agiles qui filaient entre les planètes. Des boucliers énergétiques, d'une puissance dépassant les capacités humaines, s'activèrent autour des installations clés. Alors que les premiers coups de feu retentissaient et que l'invasion de la Terre commençait pour de bon, les Tsarkov ressentirent quelque chose qu'ils n'avaient pas connu depuis des millénaires. L'incertitude. Ces humains ne se comportaient pas comme les proies qu'ils avaient rencontrées auparavant. Pour la première fois de mémoire d'homme, l'issue d'une conquête de Zarkot n'était pas acquise d'avance. L'impératrice Ruche, observant la bataille se dérouler depuis son sanctuaire, au cœur de l'espace de Zarkot, ressentit une étrange sensation parcourir son esprit collectif. C'était une émotion étrangère, qu'elle mit un moment à identifier. C'était du respect. Alors que les vaisseaux de guerre Zarkot s'abattaient sur Terre, l'humanité se préparait au combat de son existence. Contre toute attente, et défiant un ennemi invaincu, l'espèce humaine se préparait à prouver que, parfois, la proie la plus dangereuse est celle qu'on sous-estime. La galaxie allait découvrir que la plus grande force de l'humanité ne résidait pas dans ses armes ou sa technologie, mais dans son esprit indomptable et sa capacité à accomplir l'impossible même lorsqu'elle était poussée à bout. Tout était prêt pour un conflit qui allait remodeler l'ordre cosmique. Les Zarkoth allaient affronter un ennemi comme ils n'en avaient jamais rencontré. Un ennemi qui refusait la défaite. Un ennemi prêt à se battre de toutes ses forces pour survivre et prospérer. La bataille pour la Terre et pour la place de l'humanité dans la galaxie allait commencer. Et pour la place de l'humanité dans la galaxie allait commencer. L'invasion commença. Le ciel de la Terre s'assombrit lorsque la force d'invasion de Tsar Koth pénétra dans l'atmosphère. D'énormes vaisseaux, chacun de la taille d'une petite ville, descendirent à travers les nuages, leurs coques chitineuses luisant de façon inquiétante au soleil. Des essaims de petits vaisseaux bourdonnaient autour d'eux tels des insectes furieux, prêts à semer la destruction sur la planète. La générale Valina Rodriguez se tenait au centre de commandement de la défense de la Terre unie, les yeux rivés sur l'écran holographique indiquant la menace imminente. Elle avait passé toute sa carrière à se préparer à ce moment, mais l'ampleur de l'armada extraterrestre lui coupait le souffle. Tous les réseaux de défense sont en ligne, rapporta son commandant en second, le colonel Akira Tanaka. Les plateformes orbitales sont chargées et prêtes. Elina hocha la tête d'un air sombre.
lancer l'opération Tonnerre. Partout dans le monde, et pas pour moi, des silos cachés explosèrent, révélant des batteries de canons électriques sophistiqués. C'était l'atout de l'humanité. Une arme développée en secret grâce à la rétro-ingénierie extraterrestre d'un vaisseau de reconnaissance écrasé des années auparavant. Les Tsarkov, confiants dans leurs renseignements, ignoraient leur existence. Alors que la première vague de chasseurs extraterrestres se dirigeait vers les principales villes de la Terre, les canons électriques ouvrirent le feu. Des projectiles hypersoniques sillonnèrent le ciel, transperçant les boucliers énergétiques du Zarkov comme du papier de soie. Des dizaines d'engins ennemis explosèrent en plein vol, leurs débris retombant inoffensifs dans les océans. En orbite basse terrestre, la faible flotte de chasseurs spatiaux de la planète engagea le Tsarkov dans une action désespérée de retenue. Bien qu'inférieurs en nombre et en armes, les pilotes humains combattirent avec une férocité qui prit les extraterrestres au dépourvu. Ils utilisèrent les débris des satellites détruits comme couverture, surgissant pour lancer des frappes chirurgicales avant de disparaître à nouveau dans la décharge orbitale. Sur le terrain, les premiers débarquements de Tsarkov ne furent pas accueillis par la panique, mais par une résistance bien préparée. À New York, Tokyo et Lagos, des milices civiles combattirent aux côtés des unités militaires régulières, usant de tactiques de guérilla pour tendre des embuscades aux envahisseurs dans les canyons urbains. La supériorité technologique des extraterrestres fut partiellement neutralisée par la promiscuité et la connaissance intime qu'avaient les humains de leur territoire. Mais malgré ces succès initiaux, le nombre des forces de Zarka commença à se faire sentir. Une à une, les principales villes de la Terre tombèrent sous contrôle extraterrestre. Les envahisseurs établirent des zones fortifiées, utilisant leur technologie avancée pour créer des dômes énergétiques impénétrables au-dessus des territoires conquis. En orbite, les chasseurs spatiaux humains furent finalement débordés. Leurs derniers héroïques efforts étant déployés au moment crucial pour consolider les défenses terrestres. Les vaisseaux Tsarkov restèrent alors suspendus sans opposition dans le ciel, telle une épée de Damoclès menaçant la planète entière. Pourtant, même dans les pires conditions, l'humanité refusa d'abandonner. Dans des bunkers secrets et des bases secrètes du monde entier, scientifiques et ingénieurs travaillaient d'arrache-pied pour trouver les failles de la technologie extraterrestre. Chaque débris, chaque arme capturée était scrutée à la recherche d'un avantage potentiel. Le docteur Aisha Okafor, brillante physicienne nigériane, réalisa une découverte qui allait changer le cours de la guerre. En étudiant les armes énergétiques des Tsarkov, elle découvrit un défaut fondamental dans leur conception. Leur champ de confinement plasma fonctionne sur une fréquence que nous pouvons perturber, expliqua-t-elle au général Rodriguez via une liaison quantique sécurisée. Avec le bon émetteur, nous pourrions provoquer un retour de flamme de leurs armes. Les yeux de Lena s'illuminèrent. Dans combien de temps pouvez-vous avoir un prototype prêt? Donnez-moi 48 heures, répondit Ayesha avec assurance. Tandis qu'Ayesha et son équipe couraient contre la montre, les Tsarkov se préparaient à ce qu'ils croyaient être l'assaut final pour écraser la résistance humaine. L'impératrice russe en personne était arrivée dans le système, son imposant vaisseau amiral surpassant même le plus grand des vaisseaux. Depuis son trône de commandement, l'impératrice déploya ses pouvoirs psioniques, s'attendant à ressentir le désespoir et la reddition d'une espèce vaincue. Au lieu de cela, elle se heurta à un mur de défiance, une volonté humaine collective qui refusait de se laisser intimider. Déconcertée et légèrement perturbée, elle ordonna un assaut général sur les dernières zones libres de la planète. Des millions de guerriers Xarkot, vêtus de leurs redoutables armures de combat, fondirent sur les forteresses humaines. Dans les ruines de Londres, un groupe de survivants en haillons, mené par le capitaine James Holloway, se préparait à son dernier combat.
Armés d'un assortiment hétéroclite d'armes allant des fusils à plasma récupérés sur des extraterrestres morts aux fusils à verrou vieux de plusieurs siècles, ils attendaient dans les décombres de Westminster. Alors que la première vague de troupes de Tcharkov arrivait au coin de la rue, James donna le signal. Les humains ouvrirent le feu depuis une douzaine de positions cachées, leurs balles et leurs éclairs d'énergie trouvant des points faibles dans l'armure extraterrestre. L'espace d'un instant, ils semblèrent tenir. Mais soudain, une équipe d'armes lourdes de Tcharkov se déploya, leurs canons capables de vaporiser des bâtiments entiers. Alors qu'ils s'apprêtaient à tirer, James ferma les yeux, s'attendant à la fin. Soudain, un gémissement aigu emplit l'air. Les armes extraterrestres crépitèrent et s'éteignirent, leurs cellules énergétiques étant surchargées. Dans la confusion, James et son équipe profitèrent de leur avantage, abattant un Zarkov désorienté par des tirs précis. Des scènes similaires se déroulèrent partout dans le monde, lorsque le docteur et ses disrupteurs d'armes d'Okafor se mirent en marche. Les Zarkov, si dépendants de leur technologie avancée, se retrouvèrent soudain vulnérables. Des résistants humains sortirent de leurs cachettes, armés d'armes rudimentaires mais efficaces, insensibles aux champs de destruction. En orbite, l'impératrice ruche observait, incrédule, les rapports afflués faisant état de la déroute des forces Zarkov. Pour la première fois de sa longue vie, elle ressentit une pointe de peur. Ces humains ne se contentaient pas de résister. Ils s'adaptaient, innovaient, trouvaient des moyens de retourner les forces des Zarkov contre eux. Elle lança un ordre psychique à toutes les forces pour qu'elles se replient et se regroupaient. Alors que les troupes de Zarkov se repliaient dans leur zone fortifiée, abandonnant derrière elles des masses de morts et de combinaisons de combats endommagées, les humains du monde entier célébraient leur première grande victoire. Mais Elena Rodriguez et les autres dirigeants humains savaient que ce n'était que le début. Ils avaient saigné à blanc une superpuissance galactique, mais le véritable combat restait à venir. Le Tsar Koth tirerait les leçons de cet échec et adapterait ses tactiques et sa technologie. La phase suivante de la guerre serait encore plus brutale. Alors que le soleil se couchait sur une terre meurtrie mais intacte, l'humanité se préparait aux défis à venir. Elle avait prouvé sa capacité à tenir tête aux prédateurs les plus redoutables de la galaxie. Elle allait maintenant montrer à l'univers que l'humanité ne se battait pas seulement pour sa survie, mais pour son droit à revendiquer sa place parmi les étoiles. Dans des laboratoires secrets et des usines improvisées, les humains travaillaient sans relâche à la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres capturées. Sur le front, soldats et civils se préparaient au prochain assaut. Et dans le cœur de chaque humain, une flamme d'espoir brûlait plus fort que jamais. Les Tsar Koth avaient cru que ce serait une conquête simple. Ils apprenaient rapidement qu'en matière d'humanité, rien n'était jamais simple. La bataille pour la Terre ne faisait que commencer. Et la galaxie attendait avec impatience de voir ce que ces humains parvenus allaient faire ensuite. S'adapter et vaincre. Alors que la poussière retombait après la première grande victoire humaine, les deux camps se regroupèrent et réévaluèrent leur stratégie. Les Tcharkov, blessés par leur revers inattendu, se retirèrent partant leur zone fortifiée pour analyser la situation. L'impératrice de la Ruche, pour la première fois de son long règne, convoqua un conseil de ses principaux généraux pour élaborer une stratégie. Pendant ce temps, dans le centre de commandement souterrain de la Force de défense terrestre unie, la générale Elena Rodriguez et son équipe travaillaient 24 heures sur 24. La victoire leur avait fait gagner du temps, mais ils savaient que le Tsar Koth reviendrait, plus fort et mieux préparé. « Nous devons exploiter notre avantage », dit Elena en s'adressant aux images holographiques des dirigeants mondiaux. La technologie de perturbation du Dr Okafor a changé la donne. Mais le Tsar Koth s'adaptera. Il nous en faut plus. Le docteur Aisha Okafor, désormais figure clé de la défense de la Terre, prit la parole. « J'ai une idée.
Mais c'est risqué. On pourrait potentiellement utiliser l'esprit collectif des Zarkov contre eux. Le silence se fit tandis qu'Aïcha expliquait son plan. J'ai procédé à la rétro-ingénierie des dispositifs de communication des Zarkov capturés. Ils pourraient potentiellement créer une porte dérobée vers l'esprit collectif extraterrestre. Cela ne leur permettrait pas de contrôler les Zarkov, mais cela pourrait leur permettre de prédire leurs mouvements et de semer la confusion dans leurs rangs. C'est dangereux, admit Aïcha. Si les Zarkov détectent notre intrusion, ils pourraient la retourner contre nous. Alina pesa les risques. Fais-le, dit-elle finalement. Nous aurons besoin de tous les avantages possibles. Tandis qu'Aïcha et son équipe travaillaient sur le projet d'infiltration de la conscience collective, nom de code Whisper, d'autres innovations humaines prenaient forme. Dans les ruines de la Silicon Valley, un groupe de programmeurs dirigé par Wei Chen avait développé une IA capable de prédire les schémas d'attaque de Tsar Koth avec une précision étonnante. Dans l'outback australien, des guides aborigènes enseignaient aux équipes des forces spéciales comment se déplacer sans se faire repérer, même par les capteurs avancés des extraterrestres. Les Tsarkoth, quant à eux, ne restèrent pas inactifs. Ils avaient identifié la source de la technologie de perturbation des armes humaines et développé des contre-mesures. Leurs armures de combat furent améliorées avec des systèmes redondants capables de changer rapidement de fréquence, les rendant ainsi résistantes aux tentatives de perturbation humaine. Lorsque les Tsarkoth lancèrent leur prochaine offensive, ils espérèrent reprendre leur position dominante. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent face à un ennemi qui semblait anticiper chacun de leurs mouvements. Les forces humaines avaient toujours une longueur d'avance, tendant des embuscades et lançant des frappes préventives et avec une précision mortelle. Dans le ciel de New Delhi, un escadron de chasseurs humains, dirigé par le commandant d'escadre Raj Patel, affronta une force bien plus importante de vaisseaux Tsarkov. Grâce aux prédictions de l'IA de Viken, l'équipe de Raj exécuta une série de manœuvres complexes qui dispersèrent la formation extraterrestre. Équipe Echo, en mode Foxtrot. Raj ordonna, et ses pilotes répondirent instantanément, leurs machines dansant dans le ciel en parfaite synchronisation. Le Zarkov, peu habitué à une telle résistance coordonnée, sombra dans la confusion. Leur esprit de ruche, habituellement source de force, devint un handicap à mesure que la confusion et les ordres contradictoires se répandaient rapidement dans leurs rangs. Sur le terrain, des scènes similaires se déroulèrent à travers le monde. Dans la forêt amazonienne, des guerriers indigènes armés de flèches empoisonnées, capables de pénétrer l'armure des Tsarkov, menèrent des patrouilles extraterrestres dans des embuscades mortelles. Dans les étendues glacées de Sibérie, les troupes russes et chinoises, autrefois ennemis acharnés, combattaient côte à côte contre l'ennemi commun, tirant parti du terrain accidenté. Mais le vent tourna véritablement avec la mise en service du projet Whisper. Soudain, les forces humaines purent entendre les murmures des communications de Zarkov, obtenant ainsi des informations cruciales sur leur plan. Alina et son équipe ont utilisé ces informations pour lancer une série d'attaques dévastatrices contre les installations clés de Zarkov. L'impératrice ruche, sentant l'intrusion dans son territoire, a réagi avec fureur. Elle a lancé une attaque psionique massive, tentant de submerger la présence humaine dans le réseau. Mais Aïcha avait anticipé la situation et préparé une défense. Alors que l'énergie psionique de l'impératrice déferlait sur la connexion, elle rencontra un pare-feu inédit pour Tsarkov, une barrière bâtie par la volonté collective de l'humanité. La réaction psychique qui en résulta assomma l'impératrice et fragmenta temporairement l'esprit collectif de Tsarkov. Partout sur Terre, des forces extraterrestres se retrouvèrent soudainement coupées du commandement central, contraintes de prendre des décisions seules, une situation qu'elles n'avaient jamais eu à gérer auparavant. L'humanité profita de ce moment de confusion pour lancer une contre-offensive mondiale.
Des ruines des villes conquises surgirent en force des résistants. Des usines qui travaillaient en secret commencèrent à produire des armes issues de la rétro-ingénierie extraterrestre. Et en orbite, une flotte de vaisseaux que l'humanité construisait en secret fit son entrée, affrontant l'armée surprise de Tsarkov. Alors que la bataille faisait rage, Alina reçut une transmission d'une source inattendue. Un groupe de Tsarkov, coupé de l'hégémon, avait expérimenté pour la première fois la pensée individuelle. Menés par une guerrière se faisant appeler Zik-Hera, ils demandèrent l'asile, offrant de précieux renseignements en échange de leur protection. Alina était sceptique, mais elle y vit une opportunité. Si nous parvenons à démontrer que même Tsarkov peut changer, choisir une voie différente, cela pourrait changer la nature même de cette guerre, songea-t-elle. La décision d'accepter Zik-Hera et ses partisans fut controversée, mais elle s'avéra payante. Leur connaissance de la psychologie et des tactiques de Zarkoth se révéla précieuse. Plus importante encore, leur défection provoqua une onde de choc dans les rangs de Zarkoth, poussant certains à remettre en question l'infaillibilité de l'impératrice et de la conscience collective. Alors que la guerre entrait dans sa phase suivante, l'équilibre des forces s'était modifié. L'humanité ne se battait plus seulement pour survivre, mais pour gagner. Pour la première fois de sa longue histoire de conquête, les Zarkoth se retrouvèrent sur la défensive. Dans son vaisseau amiral, désormais à bonne distance de la Terre, l'impératrice ruche était furieuse face à ce retournement de situation inattendu. Ces humains avaient accompli l'impossible. Ils avaient non seulement résisté à la puissance de l'empire Tsarkov, mais l'avaient même repoussé. Elle comprenait que cette guerre allait définir son règne, et même l'avenir de son espèce. Tandis que les deux camps se préparaient au prochain conflit, la galaxie observait la scène avec admiration. Les humains parvenus, considérés comme primitifs et faibles, s'étaient révélés de redoutables adversaires. Victoire ou défaite, l'humanité avait gagné sa place parmi les étoiles, et rien ne serait plus jamais comme avant. La situation s'était inversée. La guerre pour la Terre avait atteint un tournant. Contre toute attente, l'humanité avait non seulement tenu bon, mais repoussait désormais les envahisseurs de Zarkov. Les extraterrestres, autrefois confiants et en leur supériorité, se retrouvèrent de plus en plus sur la défensive. La générale Elena Rodriguez se tenait devant une carte holographique du système solaire, entourée de ses principaux conseillers. « Il est temps de porter ce combat au-delà de la Terre », déclara-t-elle. « Nous avons prouvé que nous pouvons défendre notre foyer. Maintenant, montrons-leur que nous pouvons porter le combat jusqu'à leur porte. » L'opération Chute d'étoiles, comme on la surnommait, était le plan le plus ambitieux jamais conçu par l'humanité. Grâce aux renseignements fournis par Zakhara et ses transfuges, combinés aux capacités prédictives de l'IA de Weichen, les forces terrestres se préparèrent à frapper au cœur de la flotte de Zarkov. Le docteur Aïcha Okafor venait de réaliser une nouvelle avancée. « Nous pouvons utiliser la technologie plus rapide que la lumière des Zarkov contre eux, expliqua-t-elle. En inversant la phase de leur moteur de saut, nous pouvons créer un champ de perturbation qui bloquera leur vaisseau dans l'espace normal. Le plan était risqué. Il faudrait s'approcher suffisamment du vaisseau amiral Tsarkov pour déployer le disrupteur. Mais en cas de succès, cela priverait la force d'invasion de renfort et de ravitaillement. Alors que la flotte de vaisseaux nouvellement baptisés de la Terre se préparait à sa première offensive majeure, les Zarkoth étaient confrontés à leurs propres luttes intestines. L'impératrice ruche, ébranlée par ses récentes défaites, perdait son emprise sur la conscience collective. De plus en plus de Zarkoth étaient pris de pensées individuelles, semant la confusion et la discorde dans leurs rangs. Le jour de l'attaque arriva. La flotte terrestre, un mélange de nouveaux vaisseaux élégants construits grâce à une technologie extraterrestre rétroconçue et de vaisseaux civils modernisés, prit position autour de l'armée de Tsarkoth. À leur tête se trouvait le FS, Défiant, commandé par le capitaine Yuki Tanaka, fille du second d'Alina.
À tous les vaisseaux, exécutez la manœuvre Theta, ordonna Yuki. La flotte humaine se déplaçait en parfaite synchronisation, leur formation changeant de telle sorte que les systèmes de visée de Tsarkov étaient confus et désorientés. Alors que la bataille spatiale faisait rage, une petite équipe menée par James Holloway, héros de la résistance londonienne, infiltra le vaisseau amiral Zarkot. Leur mission? Placer le disrupteur d'Aïcha au cœur du vaisseau extraterrestre. Les combats furent intenses. Les guerriers Zarkot, leurs armures de combat étincelantes d'énergie, affrontèrent les commandos humains dans les couloirs étroits du haut vaisseau. James et son équipe se frayèrent un chemin, usant de toutes les ruses et tactiques apprises au fil de mois de guerre acharnée. Pendant ce temps, sur Terre, Alina coordonnait la défense terrestre. Tandis que les forces de Tsarkot en orbite étaient engagées, les résistants du monde entier lancèrent des attaques simultanées contre des bastions extraterrestres. Les rues des villes occupées redevinrent le théâtre de bataille, mais cette fois, ce furent les Tsarkoth qui se retrouvèrent débordés et sous-armés. À New York, une équipe dirigée par Wei Chen utilisa des armures de combat Tsarkoth reprogrammées pour infiltrer et saboter le principal centre de communication des extraterrestres. À Caro, le docteur Okafor elle-même mena un raid audacieux pour s'emparer d'un centre de recherche sur les armes de Zarkov, récupérant ainsi des données vitales susceptibles de renverser le cours de la guerre. De retour à bord du vaisseau amiral de Zarkov, James et son équipe atteignirent enfin le cœur du vaisseau. Tandis qu'ils repoussaient des vagues de défenseurs, leur experte en technologie, une jeune prodige nommée Zora, s'activait avec acharnement à l'installation du disrupteur. C'est fait. Zora cria juste au moment où une décharge d'énergie Zarkov effleurait de son épaule. James la saisit et l'équipe battit en retraite, se frayant un chemin jusqu'à leur point d'extraction. Alors qu'ils s'échappaient à bord de leur navette furtive, les effets du disrupteur devinrent immédiatement apparents. Les imposants vaisseaux Zarkov, leurs moteurs, FTL soudainement inopérants, commencèrent à dériver. La confusion gagna l'esprit de la ruche, tandis que d'innombrables Zarkov se retrouvaient coupés de l'influence de leur impératrice. Yuki Tanaka, saisissant l'opportunité, donna l'ordre. Tous les vaisseaux doivent concentrer leurs tirs sur les points faibles du vaisseau amiral. Finissons-en. La puissance de feu combinée de la flotte terrestre, ciblée avec précision grâce aux renseignements de Zekera, perça les défenses du vaisseau amiral Zarka. Tandis que des explosions frappaient Plantosakok, l'impensable se produisit. L'impératrice ruche lança un appel au cessez-le-feu. Pour la première fois de leur longue histoire de conquête, les Arkoth demandèrent la paix. Les conséquences de la bataille furent chaotiques. Avec leur esprit de ruche fragmenté et l'avertissement de puissance de leur impératrice, de nombreux Arkoth découvrirent pour la première fois la pensée individuelle. Certains, comme Zikara, choisirent de se ranger du côté de l'humanité. D'autres s'accrochaient désespérément aux anciennes méthodes. Tandis que les représentants de la Terre et des Arkoth se réunissaient pour négocier, la galaxie observait avec admiration. Les humains, considérés comme primitifs et faibles quelques mois auparavant, avaient accompli l'impossible. Ils avaient mené à bien la lutte contre le plus grand empire de la galaxie et l'avaient contraint à la table des négociations. Mais Alina et les autres dirigeants humains savaient que le véritable défi ne faisait que commencer. Ils avaient certes gagné la guerre, mais il leur fallait maintenant gagner la paix. Alors qu'ils se préparaient à prendre leur place sur la scène galactique, l'humanité se trouvait face à une nouvelle question. Après avoir sauvé la Terre, pourrait-il contribuer à forger une galaxie nouvelle et meilleure? Les Zarkov, quant à eux, pénétraient en un territoire inconnu. Leur esprit collectif étant fracturé et leur empire en désordre, ils allaient devoir apprendre à penser individuellement, à coexister,
plutôt qu'à conquérir. Alors que le soleil se levait sur une nouvelle ère, humains et Tsarkov regardaient les étoiles avec un regard partagé, d'inquiétude et d'espoir. La galaxie ne serait plus jamais la même, et la légende selon laquelle une petite espèce sous-estimée avait changé l'ordre cosmique serait transmise aux générations à venir. La guerre était terminée, mais la plus grande aventure de l'humanité ne faisait que commencer. Un nouvel ordre galactique. Dans les années qui suivirent la guerre entre la Terre et Zarkov, la galaxie connut une transformation sans précédent dans l'histoire. La chute de l'Empire Zarkov provoqua une onde de choc au sein de la communauté cosmique, annonçant des millénaires de structures de pouvoir et d'alliances bien établies. Sur Terre, le processus de reconstruction commença. Des villes renaquirent de leurs cendres, alliant ingéniosité humaine et technologie extraterrestre récupérée. Les cicatrices de la guerre subsistaient, mais elles rappelaient la résilience et la détermination de l'humanité. La générale Elena Rodriguez, désormais représentante de la Terre au Conseil galactique nouvellement formé, se tenait sur le pont d'observation de la station Harmony, un immense habitat spatial en orbite autour de la Terre. Elle observait l'accostage de vaisseaux d'une douzaine d'espèces différentes, leurs équipages débarquant pour commercer, négocier et collaborer. « Aviez-vous imaginé que nous finirions ici ?» demanda le docteur Aisha Okafor en rejoignant Elena à la fenêtre. La physicienne était devenue une figure clé du nouveau rôle de la Terre, en tant qu'innovatrice technologique pour la galaxie. Elena secoua la tête en souriant. « Jamais dans mes rêves les plus fous. Mais nous voici à la croisée des chemins d'une nouvelle ère. » En effet, la victoire de l'humanité sur Tsarkov avait propulsé la Terre, autrefois un obscur bas-fond, à un acteur galactique majeur. L'adaptabilité et l'esprit d'innovation qui avaient permis la victoire rendaient désormais les humains très recherchés comme solutionneurs et médiateurs dans toute la galaxie. Mais la transition n'avait pas été sans difficulté. Certains humains, enhardis par leur victoire, ont poussé la Terre à établir son propre empire. D'autres ont prôné l'isolement, craignant que de nouvelles interactions avec des espèces extraterrestres n'entraînent davantage de conflits. Finalement, une voie médiane a été choisie. La Terre est devenue un modèle de coopération et d'innovation, offrant sa perspective unique pour contribuer à résoudre les problèmes galactiques. Le gouvernement terrestre unifié s'est efforcé d'équilibrer préparation militaire et relations diplomatiques, toujours conscient des leçons tirées de la guerre. Pendant ce temps, les Tsarkov subissaient de leur propre transformation radicale. Leur esprit collectif étant fracturé, les Zarkov apprenaient à penser par eux-mêmes pour la première fois. Ce fut un processus douloureux et souvent chaotique, mais qui remodelait leur société de fond en comble. Zik-Hera, la transfuge Zarkoth qui avait aidé l'humanité pendant la guerre, menait désormais un mouvement pour réformer son espèce. Nous étions des conquérants parce que nous ne connaissions pas d'autre voie, expliqua-t-elle à un public mixte d'humains et d'extraterrestres. Nous devons désormais apprendre à créer plutôt qu'à détruire, à coopérer plutôt qu'à dominer. Tous les Zarkoth n'adoptèrent pas cette nouvelle philosophie. Les vestiges de l'ancien empire, s'accrochant à leurs rêves de gloire passée, devinrent une menace persistante. La Terre s'est souvent retrouvée aux côtés de Tsarkov, réformée pour contrer ces insurgés, forgeant une alliance improbable née du creuset de la guerre. À mesure que son influence grandissait, ses responsabilités s'accroissaient. Lorsqu'une épidémie dévastatrice menaçait d'anéantir les Nyx, une espèce recluse du noyau galactique, c'est une équipe dirigée par le Dr Okafor qui mit au point le remède. Lorsque les tensions entre les Lithosiens, peuple de silicium, et les Vorkul, peuple respirant du méthane, menacèrent de dégénérer en guerre ouverte, ce furent les diplomates humains qui négocièrent une paix durable. Le capitaine Yuki Tanaka, dont le vaisseau fut rebaptisé vaisseau d'exploration plutôt que de guerre, mena des missions aux confins de l'espace connu.
Elle et son équipage diversifié, composé d'humains et d'aliens alliés, établirent le premier contact avec plusieurs nouvelles espèces, s'efforçant toujours d'apprendre des erreurs du passé. Mais les changements les plus profonds se produisirent peut-être à plus petite échelle. À travers la galaxie, des individus de différentes espèces apprenaient à travailler ensemble, à dépasser leurs différences et à trouver un terrain d'entente. Les équipages mixtes devinrent courants sur les navires marchands et les vaisseaux d'exploration. Les échanges culturels interespèces prospérèrent, donnant naissance à de nouvelles formes d'art, de musique et de philosophie, mêlant diverses traditions galactiques. Sur une petite planète agricole aux confins de l'ancien espace de Zarkov, un fermier humain nommé Miguel travailla aux côtés d'un jeune Zarkov nommé Keksteti, lui enseignant des techniques de culture sur un sol extraterrestre. Leur amitié improbable symbolisait le nouvel ordre galactique, d'anciens ennemis œuvrant ensemble pour bâtir un avenir meilleur. Au fil des décennies, la galaxie a trouvé un nouvel équilibre. Celui-ci n'était pas parfait, des conflits surgissaient encore et des défis persistaient, mais l'esprit de coopération né dans le creuset de la guerre Terre-Zarkoth continuait de croître et de prospérer. Elena, approchant de la fin de sa carrière, repensa au long chemin parcouru par l'humanité pour en arriver là. D'une espèce au bord de l'extinction à un pilier de la civilisation galactique, les humains avaient parcouru un chemin inimaginable. Nous pensions lutter pour notre survie, confia-t-elle à Aisha, tandis qu'elles observaient un groupe d'enfants extraterrestres jouer dans Central Park, à Harmony Station. Mais nous nous battions vraiment pour cela, pour avoir la chance de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Aisha hocha la tête, le regard fixé sur les étoiles visibles au-delà du dôme transparent de la station. Et nos plus grandes aventures restant à venir. Alors que la nuit tombait sur la Terre, ces villes scintillant d'un mélange de lumières humaines et extraterrestres, la planète se dressait comme un témoignage de l'esprit indomptable de son peuple. Contre toute attente, l'humanité avait non seulement survécu, mais prospéré, transformant ainsi la galaxie. L'histoire de l'émergence d'une petite espèce sous-estimée pour changer l'ordre cosmique serait racontée aux générations futures. Mais pour les humains vivant cette nouvelle ère, ce n'était pas seulement de l'histoire. C'était un appel à continuer d'avancer, d'explorer, d'innover et de toujours aspirer à un avenir meilleur. Dans l'immensité de la galaxie, la Terre brillait comme un phare d'espoir, preuve vivante que même les plus grands défis pouvaient être surmontés avec courage, ingéniosité et une foi inébranlable en un avenir meilleur. Les créatures galactiques avaient autrefois cru régner sans partage.